Le petit ours commence au pire moment de l'hiver. Oh, j'ai peur qu'elle soit très triste, cette histoire. Tu crois qu'elle finira bien? Chut, écoute maintenant. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit ours qui se réveille tout triste un beau matin. Mishka. Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre de chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Elisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours en peluche, avec le dessous des pattes en velours rose, 2 boutons de bottines à la place des yeux, 3 points de laine à la place du nez. Oh, je me sens tout triste et dégoûtée. Elisabeth n'est pas gentille. Il lui faut 25 joujoux à la fois pour s'amuser. Oh, je suis si triste. Quand on ne lui plaisait plus, il n'était pas rare qu'elle vous jetât d'un bout à l'autre de la pièce, tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. J'en ai assez d'être un jouet ici. Je suis un ours après tout. Je veux aller me promener tout seul et faire ce qui me plaît, sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Or, depuis bien 5 minutes, un roitelet le suivait. Les roitelets, c'est farceurs. Ça a la queue retroussée et ça sautille par-ci, par-là. On dirait toujours qu'ils se moquent de vous. J'avais bien cru pourtant entendre. Hein? Traderitera, tralala. C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je veux plus jamais être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre, il trouva un pot de miel. Une paysanne l'avait perdu sans doute au retour du marché. Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Tiens, grande bête de peau, va-t'en, s'il te plaît. Et voilà le miel. Que la vie est belle dans les bois. Jamais plus je serai un jouet à ça, non. Oh. Maintenant, j'ai envie d'aller faire une petite sieste en haut de l'arbre. Il s'installa dans les branches et dormit un bon coup. Quand il se réveilla, c'était presque le soir. Quand, c'est le soir de Noël. Quand, c'est ce soir que chacun doit faire une bonne action. C'est ce soir que chacun doit aider son semblable, secourir les malheureux et réparer les injustices. Tiens, je savais pas ça. Mishka descendit de son arbre et repartit dans la neige, cherchant une bonne action à faire. Mais on eût dit que la terre où il était arrivé maintenant était toute déserte. Pas une maison, pas un animal, rien que la neige et les grands bois. Soudain, voici qu'il entendit des grelots. C'était un traîneau tiré par un renne. Dans ses beaux yeux longs, le renne avait une lumière comme on n'en voit pas sur cette terre, assurément. C'était le renne de Noël qui faisait sa distribution, comme c'est l'usage dans les pays du Nord. Rame vite, Mishka, tu m'aideras. C'est amusant. La nuit était venue, mais il y avait tant d'étoiles au ciel qu'on y voyait comme en plein jour. Mishka s'amusait comme un fou. S'il était resté sage, petit joujou, aurait-il jamais connu une nuit pareille? Voilà la dernière maison. Ah, Lorraine, il n'y a plus rien dans ton sac. Oh? Et ma bonne action dans tout ça. Dans cette cabane, il y a un petit garçon malade. Ses bottes seront vides devant la cheminée. Ah, c'est si bon se promener tout seul. Alors Mishka fit un soupir, embrassa d'un coup d'œil la campagne et, haussant les épaules, levant bien haut ses pattes,
une d'eux, pour faire sa bonne action de Noël, entra dans la cabane, s'assit dans une botte et attendit le matin. Oh, elle est déjà finie ton histoire? Est-ce que le petit garçon se réveille? Est-ce que Mishka est redevenu un jouet? Mon histoire est finie. Ce soir, je voudrais entendre une histoire dramatique. C'est quoi, grammatique? Dramatique. C'est quand il y a plein d'ennuis. Oh, flûte, j'aime pas du tout ça. Une histoire qui fait peur. On n'ose même plus écouter. Mais souvent tout s'arrange à la fin. Parfois, ça s'arrange pas du tout. Alors je voudrais, s'il te plaît, une histoire tout à fait dramatique. Le joueur de flûte. La veille de Noël, au sommet du grand donjon de Hamelin, le guetteur attendait l'heure de la relève. Il faisait un froid terrible. Soudain, il demeura stupéfait. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons, ce ne sont pas des loups. On les entendrait hurler. Sainte-Hermeline, des rats. Il y en avait des millions venant du fond de l'horizon comme un fleuve, grimpant les uns sur les autres, couinant et culbutant. Ils inondèrent les fossés, escaladèrent les murailles, bousculèrent le gué sur leur passage. Et partout à la fois, ils passaient sous les portes, ils grimpaient le long des gouttières, dégringolant par grappes dans les cheminées, tandis que les bourgeois affolés empoignaient pour se défendre tout ce qui leur tombait sous la main. Les dames de la ville, juchées sur les tables parmi les pots renversés, secouaient leurs jupes et poussaient des cris à faire tomber les maisons. Ah, ils s'en souviendront longtemps, les Hamelinois, de ce réveillon-là. Dévorant tout, les soupes, les andouilles, les dindes fourrées aux truffes, les rats ne laissèrent pas de quoi nourrir une puce. Le lendemain, les rats étaient toujours là, sous les lits, dans les armoires, au fond des poches. Un rat dans vos pantoufles? Sous l'escabeau, un rat. Dans votre bonnet. Vous ouvriez un tiroir, 10, 20, 100, des armées de rats, un cauchemar de rats. On en prit bien quelques centaines dans les pièges. Mais sur le nombre, ça ne se voyait pas. J'aurais avalé du poison comme si j'étais de la confiture. Bientôt, les rats diaboliques recommencèrent à crier famine et se mirent en quête de victuailles. Il n'y eut ni cave, ni cellier, si bien verrouillé fut-il qu'ils ne reçut leur visite. Farine, jambon, lard, épices. Toutes les provisions d'hiver y passèrent. Et quand il n'y eut absolument plus rien, ils se mirent à dévorer le reste. D'abord, les harnais et les chaussures. Puis les édredons et les boutons de culotte. Jamais de mémoire d'homme on n'avait connu pareille désolation. Avis à la population, le bourgmestre promet une récompense de 50 florins à qui délivrera la ville des rats. Qu'on se le dise. Ce fut le matin du 3e jour qu'il entra dans la ville. C'était un grand homme maigre, avec de longs cheveux plats, noirs comme du jais et coiffé d'un chapeau vert. Que veux-tu? On m'a dit qu'il y avait 50 florins à gagner pour qui vous débarrasserez des rats. C'est vrai, parle. 50 florins d'or? D'or, parle. Vous pouvez préparer le sac. Quoi, tu... Mais l'autre ne l'écoutait plus. À peine eut-il préludé que l'on vit sortir de partout, le long des huches et des bahuts, de petits yeux inquiets, de longues moustaches frémissantes. Puis les rats abandonnèrent leur retraite, se répandirent dans les rues comme des torrents. Ils vinrent entourer le joueur d'un immense cercle tout grouillant. Alors, il se mit à marcher doucement vers le fleuve, avec l'armée des rats sur les talons. Il avança jusqu'au milieu du pont. L'eau gicla et retomba en gros bouillon, et ce fut fini. Il n'y avait plus un rat dans tout Hamelin. Tu viens chercher ton argent. Ah, voilà tes 50 kreuzers. Mais pardon, maître, vous voulez dire 50 florins? Kreuzers. Florins? Kreutzer. Ah, ça, mon bonhomme, tu crois qu'on va te donner 50 florins d'or pour le travail que tu as fait? Allez, prends tes Kreutzer et va-t'en à tous les diables. Ah, c'est ainsi. Et il quitta la ville comme il était venu. Le dimanche suivant, qui était le jour de l'an, oh, mes amis, quel beau tour. Nous avons joué à ce gueux. Regardez qui voilà. ils le reconnurent tous, ce visage maigre, ses cheveux noirs, mais cette fois il avait un beau chapeau rouge. Ne prêtant aucune attention à quiconque, le regard vague, il semblait regarder au-delà des choses et des gens.
Et voilà que tous les petits-enfants de Hamelin, même ceux qui savent à peine marcher, accourent des quatre coins de la ville et forment une ronde immense autour du joueur, et tournent, et tournent, tournent. Et ils se mettent en marche comme l'autre fois. Et les gens terrifiés essaient de retenir leurs enfants, mais leurs pieds sont enracinés au sol par une puissante magie. Le joueur sort de la ville, il traverse la plaine, grimpe dans les montagnes. On ne les revit plus jamais, jamais. Il y a des insectes dans l'eau. Si vous raclez le fond du ruisseau avec une épuisette, vous ramènerez de la vase, mais aussi quantité de petites bestioles. Qui se font manger par les poissons? Et qui se cachent dans les herbes pour leur échapper. Ce sont des insectes. Ce sont surtout des larves d'insectes qui grandissent dans l'eau et qui deviennent plus tard des mouches, des moustiques, des éphémères. Qui sont mangés par les oiseaux. J'ai vu aussi une libellule qui attrapait une mouche. C'est bien observé. Et comment grandit une libellule? J'ai jamais vu de bébé libellule. Demoiselle libellule. Légère, la grande libellule vole au-dessus du ruisseau. Elle frôle la surface de l'eau, s'élance vers le ciel et brusquement pique vers les roseaux qui bordent l'étang. Dans l'air tiède, qui sent le foin, elle poursuit les insectes qui volettent sous les saules et les joncs. Libre, elle sillonne le ciel d'été. Puis un beau jour, un fiancé arrive. De la pince fine qui termine son corps, ce prudent fiancé lui fait un collier. Et c'est le départ pour le voyage de noces. Les deux libellules volent comme un seul insecte emporté par quatre paires d'ailes. À nouveau seule, la libellule cherche où pondre ses œufs. Elle choisit une belle tige de jonc. Presque au ras de l'eau, la libellule perce l'enveloppe de jonc et y fait glisser un petit œuf. Elle recommence un peu plus haut et dépose 10, 20, une centaine d'œufs. Alors, plus légère qu'un souffle, elle reprend son vol. Et quand la brise d'automne courbe les roseaux, la grande libellule frissonne. Vient le froid, déjà, et vient la mort. Mais bien d'autres petites vies se sont éveillées dans les œufs balancés par les joncs. Après quelques semaines, une larve de libellule sort de chaque œuf et se laisse couler au fond de l'eau. Ni grand air ni soleil pour les larves, rien que l'eau et l'ombre et la vase des fonds. Les pauvres bestioles sans ailes se traînent lentement entre les cailloux. De tous côtés, elles sont entourées d'ennemis. Un poisson passe et vite les larves filent et se cachent dans les plantes d'eau. Mais il faut encore autre chose à ces larves gloutonnes. La larve grossit, mais l'étui rigide de sa peau ne grandit pas. Elle y est de plus en plus à l'étroit. Alors sa peau trop tendue se fend dans le dos. Adroitement, la larve sort de sa vieille enveloppe toute nue, mais avec une peau entièrement neuve et encore molle, dans laquelle elle s'épanouit à son aise. C'est la mue, et c'est ainsi qu'elle grandit. Dans l'eau glacée des mois d'hiver, dans l'eau plus douce des jours d'été, leur longue enfance continue. Quand donc sortiront-elles du ruisseau? Elles n'ont pas fini leurs dangereuses aventures de chasseurs traqués au fond de l'eau. Au-dessus de leur monde d'ombre et de vases, plusieurs fois déjà les saules ont perdu et retrouvé leurs feuilles. Peu à peu, les larves se transforment. Dans ces étuis cornés qu'elles portent sur le dos, un mystérieux travail s'accomplit. Après chaque mue, les étuis sont un peu plus grands et les ailes un peu plus près de leur forme parfaite. Vient le temps où la larve doit quitter son ruisseau. Alors, à l'aube d'un jour de juin, elle grimpe le long d'un roseau et ne s'arrête qu'en haut de la tige. Ses griffes plantées profondément dans l'écorce, elle attend, immobile. Les heures passent, la peau durcit, se dessèche. À vrai dire, ce n'est plus une larve qui est fixée au roseau. Sous cette carapace couleur boue, une magnifique libellule est prisonnière. Elle rassemble toutes ses forces pour s'arracher à cette enveloppe où elle étouffe. La vieille robe de peau s'est fendue en arrière de la tête. Un dos bombé commence à sortir par l'ouverture. La déchirure s'agrandit. Sans trop de peine, la tête et l'avant du corps se dégagent. Aux pattes maintenant. Il faut tirer en arrière plus fort. Une paire, deux paires, trois paires de pattes.
La libellule se repose tête en bas, toute pendante, en attendant que ses pattes soient sèches et solides. Puis elle se redresse et fait le gros dos pour dégager son ventre de l'étui. Quelle épreuve et quelle faiblesse! Impossible de bouger, pourvu qu'un oiseau ne vienne pas la gober, là, tout de suite. Le chef-d'œuvre s'achève lentement, à mesure qu'au soleil se déplient les ailes merveilleuses. Dans le vent doux, les ailes frémissent puis se soulèvent, s'agitent enfin de plus en plus fort. Une libellule toute neuve s'envole dans la lumière. Et vous n'avez toujours rien pêché. Heureusement, j'ai autre chose pour le dîner, de la soupe aux feuilles d'oseille. Oh, regarde, Benjamin, j'ai trouvé la gâte que tu avais perdue. Oh, chic, donne-la moi. Oh, bah non, elle est à moi maintenant. Que se passe-t-il? Il ne veut pas me rendre mon agate. C'est pas juste, elle est à moi. Et toi, Grignotte, qu'est-ce que tu en penses? C'est moi qui l'ai trouvée. Il l'avait perdue, alors... Alors ce serait tout à ton honneur de la lui rendre. Vous vous disputez pour ça? Mais ce n'est qu'une bille. Ça me rappelle l'histoire d'un petit canard qui vivait dans une basse-cour. Le petit canard pleurait. La plume du caneton. Le petit canard pleurait dans un coin du poulailler. Oh là là, c'était la plus belle, j'ai perdu la plus belle. Pardon, Madame Loin, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je n'avais pas vu une belle plume, j'ai perdu une plume, c'était la plus belle. Monsieur le Dindon, bonjour. Je n'avais pas vu une belle plume jaune. J'ai perdu ma plus belle plume. Non, mon petit, je n'ai rien vu. Mais va voir la poule. Peut-être pourra-t-elle t'aider. Pardon, Madame la poule, vous n'avez pas vu une plume? C'est moi qui l'ai perdue. C'était la plus belle. Oh, comme je l'aimais, cette plume. Je n'ai rien vu du tout, mon pauvre petit. Mais va donc voir le coq. Tu sais comme il est. Il veut se tenir au courant de tout. Bonjour. Ah, bonjour, mon petit. Tu veux m'entendre chanter, n'est-ce pas? Ah, le gentil petit, ne sois pas si timide. Tu vas la voir, ta chanson. Oh, mais non, non. Non, monsieur le coq. Je veux pas de chanson, je veux... Comment? Tu ne veux pas de ma chanson? Jamais je n'ai entendu une chose pareille. Comment oses-tu me dire cela? Moi, dont le chant est le plus beau. Écoute. Dans le poulailler, tout le monde regarde son voisin avec l'air de dire « Mais n'est-il pas malade, notre coq ?» C'est vraiment très joli, monsieur le coq. Mais je suis venu vous demander... n'avez-vous pas vu une plume, s'il vous plaît? Une plume? Bien sûr que j'ai trouvé une plume. Très jolie plume, ma foi. Et je l'ai plantée dans ma queue. Elle me va fort bien. Ah, vous avez trouvé ma plume, quel bonheur! Vous voulez me la rendre, s'il vous plaît? Comment ça te la rendre? Je l'ai trouvée, elle est à moi. Oh, monsieur le coq, c'est ma plume! Rien à faire, il ne fallait pas la perdre, c'est tant pis pour toi. Oh, ça se passera pas comme ça! Il court chercher son frère et lui raconte vite toute l'histoire. Monsieur le coq, bonjour. Voulez-vous avoir la grande amabilité de chanter pour moi? Ça me ferait tant plaisir. Enfin, voilà un canard qui sait apprécier les belles choses. Je te félicite et je vais chanter pour toi. Ah, mais je vois que tu as rappelé ton frère à la raison. Toi aussi, maintenant, tu vas entendre une chanson. N'est-ce pas, petit? Oh oui, bien sûr. Bien, alors écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Qui a touché à ma queue? Qui a osé toucher à mes plumes? Mais il n'y a plus personne pour lui répondre. Et le petit canard aida son frère à replacer sa plume. Merci.
Qui a osé? Qui a osé? Éloi, le dindon, la poule, le poussin, les canetons se baissent pour qu'il ne les voie pas se moquer de lui. Il est ridicule. Qui a osé? Qui a osé? Alors on l'a construit cette bibliothèque. Pour mettre tous les livres que nous aimons. Il faut qu'elle soit immense. Alors, vous m'aidez? Je vais chercher la boîte à outils. Il y a des planches dans la remise. Je les porte avec toi. Mais que cherches-tu? La boîte à pharmacie, enfin. Ah bon? Mais pourquoi? Il y en a bien un qui va se taper sur les doigts. Alors, je vais vous raconter une histoire. Encore une histoire de dragon? Un dragon plus bête que méchant. Quelle histoire? Bien fait pour eux. Un dragon vivait dans la forêt. C'était un très beau dragon bleu à pois jaunes. Cactus, vilain cactus, dis-moi qui est le plus méchant. Mais bien évidemment, c'est toi. Et le dragon était très content. Il prenait son cahier de méchanceté. Voyons. Détruire 20 nids de chardonneret. Brûler la cabane du jardinier. Manger le chat de la mère Michel. Casser une poupée ou deux. Alors, au travail. Un matin, il demanda comme d'habitude. Cactus, vilain cactus, dis-moi qui est le plus méchant. Réponds. Le sorcier bouillon de culture est bien plus méchant que toi. Bouillon de culture? Je croyais qu'il était en prison. Il y était. Mais il terrorisait tellement ses gardiens qu'ils ont préféré le libérer. Comment se fait-il que Bouillon de culture soit plus méchant que moi? Garde la maison, je vais lui dire 2 mots. Le sorcier bouillon de culture était très occupé à épouiller son balai. Mon cactus a dit que tu étais plus méchant que moi. Parfaitement. Prouve-le. Voyons. Hier, qu'as-tu fait de mal? Chez le boulanger, j'ai mangé 20 paquets de bonbons. Sous son nez. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la gourmandise. Puis j'ai dit 72 gros mots. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la grossièreté. J'ai dégonflé les pneus d'un car de police et j'ai mis du poil à gratter dans le dos de l'épicier. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la taquinerie. À ton tour de me raconter tes mauvaises actions, on verra bien qui est le plus méchant. Eh bien, hier, j'ai transformé le pharmacien en comprimé d'aspirine. Et la pâtissière en éclair au chocolat. Puis j'ai semé des pots de bananes sur tous les trottoirs. Ce ne sont pas des méchancetés, mais des blagues de sorciers. N'empêche que je suis le plus méchant. C'est ton cactus qui l'a dit. Mon cactus peut se tromper. Un cactus ne se trompe jamais. C'est moi le plus méchant. Non, c'est moi. Oh, on va pas se disputer toute la journée. Allons voir le maire de la ville. Lui nous départagera. D'accord. Ils allèrent voir le maire et lui exposèrent le problème. Il est bien difficile de vous départager. Vous êtes aussi méchants l'un que l'autre. Mais nous allons tout de même essayer. Venez tous les deux sur le stade dimanche à 15h. Et tâchez d'être à l'heure. Le dimanche suivant, à l'heure dite, le dragon et bouillon de culture apparurent sur le stade. Le dragon avait astiqué ses pois jaunes et le sorcier portait un très vilain chapeau noir. Écoutez-moi bien tous les deux. Celui qui tiendra plus de 10 minutes sans respirer sera nommé le roi de la méchanceté. Le dragon et bouillon de culture trouvèrent l'épreuve complètement idiote, mais ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour décrocher le titre. Respirez. Bloquez. Ils devinrent très vite roses, puis rouges, puis violets, puis noirs. Du dragon, il ne resta que ses pois jaunes, disséminés dans l'herbe du stade. Du sorcier, on ne retrouva que son vilain chapeau noir.
c'est bien fait pour eux. Ils m'avaient cassé ma poupée. Le seul à les regretter fut le cactus. Malgré les soins attentionnés de la fleuriste qui le recueillit, on ne l'entendit plus jamais dire un seul mot. Ces dragons étaient vraiment très bêtes. Est-ce qu'on est vraiment sûr au sujet des dragons? Sûr de quoi? Qu'ils n'existent pas? De toute façon, s'il y avait des dragons dans cette maison, on serait au courant depuis longtemps. On peut aller tranquille dans la chambre? Bien sûr, c'est l'heure pour vous d'aller vous coucher. Tous ensemble? Mais oui, tous au lit. Je viens vous border. Tout en soi, le cochon aérodynamique. Tout en soi. Tout en soi était un jeune cochon qui ne ressemblait à aucun autre. Le premier devoir d'un cochon qui se respecte est de devenir gros et gras afin de fournir au charcutier beaucoup de lard, de pâté et de saucisses. Tout en soi, au contraire, était un cochon vif comme la poudre et toujours en mouvement. Alors que ses frères engraissaient paisiblement, il allongeait sans épaissir comme les mauvaises herbes. Que faire? Cet enfant me fera mourir de chagrin. Je n'ai jamais vu un cochonnet comme celui-là. Je lui dis, tout en soi, reste un peu tranquille, nous avons de la soupe et des glands en quantité. Pourquoi cherches-tu plus loin? Mais rien à faire, il ne m'écoute pas. Ah non, il faut qu'il remue sans cesse et sa maigreur me fait honte. Pauvre mère, impossible de contrarier la vocation de son fils. Courir, toujours courir. Il courait après le chat qui se retournait pour le griffer. Il courait après les poules au risque de s'écraser le nez contre un arbre. Il courait après le veau qui lui décochait un coup de pied dans l'œil. Assez, je suis dégoûté. Ces pauvres bêtes n'ont nulle ambition, aucun sentiment sportif. Désormais, je ferai la course avec les automobiles. Voilà. Le long du champ, il y avait une belle route nationale, goudronnée, luisante comme un miroir, sur laquelle le moindre taco devenait un bolide. Que dire des belles voitures à la carrosserie aérodynamique? Je ne me lasserai jamais de les regarder. Tout en soi ne tenait plus en place. Sa queue se détire-bouchonnait et se retire-bouchonnait. Il filait le long de la clôture jusqu'au bout du champ. Je suis arrivé en même temps qu'elle. Tu n'es qu'un sot. Jamais tu ne feras du bon lard. Attendez un peu, encore quelques jours d'entraînement et je battrai tous les records. Que me manque-t-il pour devenir un animal de course? J'ai la forme allongée et aérodynamique, ma queue peut servir de manivelle, elle est à l'arrière au lieu d'être à l'avant, mais ce n'est qu'une mode à lancer. Je sais imiter le bruit du moteur avec mon groin. Une seule chose le chagrinait, son nom. Tout en soi, cela n'a rien de sportif. Oh mais j'ai une idée, je ne garde que les initiales de tout en soi, et tout en soi devient TTS. Voilà qui est chic. Donc TTS Cochon Aérodynamique se mit sérieusement à s'entraîner et il parvint à un beau résultat. Je dépasse presque toutes les voitures à 4, 6 et même 8 cylindres. Mais à ce régime-là, il n'était pas question de grossir. Son maître, désespérant de jamais l'engraisser, le vendit à une vieille dame qui s'imaginait faire une fortune dans l'élevage. J'habite une maisonnette avec un jardinet le long de la voie de chemin de fer. Ah bon? Quelle joie pour le jeune champion de voir passer les trains, les rapides et surtout... Ici, ce n'est pas de l'entraînement pour rire, ces locomotives font au moins du 200 à l'heure. Il se mit bientôt à imiter le bruit du train. Il n'eut qu'à prononcer son nom sportif beaucoup de fois et très vite. Mais ce n'était pas assez que d'imiter le train. Il fallait courir aussi vite que lui. Et l'enclos est petit. Au bout de l'allée, il devait continuer jusqu'en haut du talus, puis redescendre. La pente aidant, le cochonnet roulait que par-dessus tête jusqu'en bas. Si ça continue, je dépenserai tout mon argent en son, tourteaux et farine avant qu'ils ne deviennent bons à vendre. Elle le céda au cordonnier. Tout en soi était resté si chétif, si malingre, que son nouveau propriétaire l'installa dans la cage d'une tourterelle qui venait de mourir. Adieu sport, adieu vitesse. Plus le moindre entraînement, plus le moindre match en perspective, tout en soi se désola. S'ennuya. S'ennuyant, il mangea, dormit encore, et tout doucettement, à ce régime, il engraissa. Je lui donne à manger à discrétion, tout ce qu'il veut. Tout en soi engloutit tant de son et de farine qu'un beau jour, la cage de la tourterelle devint trop petite. Je vais le mener au charcutier parce que je ne peux pas acheter une autre cage. Quelle bonne affaire! Je vais enfin pouvoir me payer un beau voyage. Le pauvre cordonnier ne croyait pas si bien dire. Tout près de là s'étendait un champ d'aviation avec ses hangars. Un de ces hangars s'ouvrit, un beau dirigeable en sortit, s'éleva lentement dans les airs, s'éloigna dans le ronronnement de ses moteurs.
Hurrah! Tout espoir n'est pas perdu. Puisque je suis trop gros, ce n'est plus sur terre que je ferai de la vitesse, mais dans les airs. Ouais! Il prit ses jambes à son cou, agita ses larges oreilles pour favoriser son envol. Tant et si bien qu'à son tour, il s'envola majestueusement dans le ciel, entraînant avec lui le cordonnier qui n'avait pas lâché la corde. Hurrah! Quel beau voyage! TTS battra certainement tous les records de vitesse et de distance atteints jusqu'à ce jour par les aéronefs du monde entier, car personne ne l'a vu redescendre. Le jour où tout en soi, le cochon aérodynamique atterrira, son portrait sera dans tous les journaux en première page, à condition que la page soit assez grande. Nous aussi, on verra notre photo dans le journal. Tu crois? Oui, bien sûr, on passera même à la télévision. Grâce à ton record de brasse papillon? Mais non, grâce aux histoires du père Castor. Alors, on la prend cette photo? Bon bah, quand faut y aller, faut y aller. On m'a raconté que parfois des fées se penchent sur notre berceau. On peut jamais les voir. Père Castor, ça n'existe pas, les fées. Père Castor, on t'a posé une question. Hein? Beaucoup de légendes parlent des fées. J'aimerais bien rencontrer une fée. On sait pas où elle se trouve. Moi, je sais où on peut en trouver. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tu vas nous raconter une histoire. Gardons. Il y avait un roi qui aimait chasser. Un jour, en courant un cerf, il se perdit. Vint la nuit, la forêt était déserte et le roi fut content de trouver dans une clairière une cabane. Un charbonnier y demeurait. Conduis-moi hors du bois. Volontiers, mais voyez, ma femme attend un bébé et il faut que je reste auprès d'elle. Et que feriez-vous en pleine nuit? Reposez-vous dans mon grenier à foin et demain je vous ramènerai au château. Le roi, dans le grenier, ne pouvait pas dormir. Il aperçut de la lumière par les fentes du plancher. Il regarda et vit ceci. Le charbonnier dormant, sa femme qui semblait évanouie et 3 petites vieilles toutes blanches penchées sur un petit enfant qui venait de naître, chacune tenant à la main une bougie allumée. Ce garçon connaîtra de grands dangers. Mais il échappera à ces dangers, il vivra longtemps. Ce garçon épousera la fille du roi. La fille qui vient de naître aujourd'hui à ce roi couché là-haut dans le foie. Les fées de l'avenir avaient parlé. Le roi crut recevoir un coup d'épée dans la poitrine. Il ne put fermer l'œil de la nuit, réfléchissant à ce qu'il allait faire et aux moyens d'empêcher ce qui devait arriver. Le jour se leva, l'enfant se mit à pleurer. Le charbonnier sortit du lit et vit sa femme endormie pour toujours. Hélas, petit garçon, que vais-je faire de toi? Donne-le-moi, je m'occuperai de lui et je te laisserai tant d'argent que tu n'auras plus besoin de travailler. Le charbonnier sourit et le roi lui promit qu'il enverrait chercher l'enfant. Quand le roi fut au château, on lui raconta avec des cris de joie qu'une petite fille était née une certaine nuit. Or, c'était la nuit où il avait vu les 3 fées de l'avenir. Alors le roi devint sombre, il appela un de ses serviteurs. Tu vas aller dans la forêt. Il y a là-bas dans une cabane un charbonnier à qui tu remettras cette bourse et qui te donnera un petit enfant. Prends cet enfant et en chemin noie-le, sinon c'est toi que je ferai noyer. Le domestique y alla, mit l'enfant dans un panier et arrivé sur un pont, là où la rivière était large et profonde, il lança à l'eau enfant et panier. En arrivant au château, il raconta ce qu'il avait fait et son maître se frotta les mains. Bonne nuit, feu mon gendre. Cependant, l'enfant était bien vivant. Il flottait dans son panier, bercé par la chanson des vagues, et descendait ainsi le courant jusqu'à la maison d'un pêcheur. Celui-ci l'aperçut. Vois-tu, tu désirais toujours un enfant? Eh ben, en voilà un! Sa femme, toute heureuse, éleva le bébé comme son fils. Ils l'appelèrent Gardon parce que c'était l'eau qu'il avait apportée. Le temps s'écoule, l'enfant devint un beau jeune homme sans pareil. Or, un jour, le roi passa à cheval. Il fait chaud et soif, pêcheur. Donne-moi à boire. Le beau gars, pêcheur. Est-ce là ton fils? Oui, non, il y a aujourd'hui juste 20 ans qu'il nous est arrivé sur la rivière. Tout bébé dans un panier, et nous l'avons recueilli et élevé. Le roi frissonna et devint tout pâle. Il voyait bien vivant devant lui celui qu'il croyait mort depuis longtemps. J'ai besoin d'envoyer un messager au château, et je suis seul. Ce jeune garçon pourrait-il y aller? Nous sommes aux ordres de Sa Majesté. Alors le roi écrivit à la reine la lettre suivante. « Fais mettre à mort sans retard le garçon que je t'envoie. C'est mon plus cruel ennemi. Qu'à mon retour tout soit accompli. Telle est ma volonté. » Puis il ferma la lettre et la cacheta. Tiens, voilà. Gardon se mit aussitôt en route. Il dut passer par une grande forêt. S'écarta de son chemin et se perdit. Il allait de forêt en forêt et la nuit tombait quand il aperçut une vieille femme. Où vas-tu, Gardon? Je vais au château porter une lettre du roi et je me suis égaré. Ne pourriez-vous pas m'enseigner le chemin, grand-mère?
Inutile, maintenant il fait nuit. Reste chez moi jusqu'à demain. Je ne suis pas une étrangère, je suis ta marraine. Le jeune homme se laissa convaincre et se trouva devant une jolie maisonnette surgie devant eux comme si elle venait de sortir de terre. Tandis qu'il dormait, la vieille femme enleva la lettre de sa poche et la remplaça par une autre contenant les mots suivants. Marie sans retard avec ma fille, ce garçon que je t'envoie. C'est le gendre qui m'est destiné. Qu'à mon retour, tout soit accompli. Telle est ma volonté. Dès que la reine eut lu la lettre, il faut préparer les noces, vite! elle et sa fille ne pouvaient assez regarder ce beau fiancé. Gardon lui aussi était fort content de la princesse. Quelques jours plus tard, le roi arriva. Il entra dans une furieuse colère contre sa femme. Mais c'est toi-même qui me l'as ordonné. Elle lui montra la lettre. Oh, mon écriture, mon sceau, mon papier. Alors Gardon raconta comment il avait passé la nuit chez sa vieille marraine. Le roi reconnut que c'était la même qui 20 ans plus tôt avait prédit le mariage de sa fille. Il réfléchit longtemps. Ce qui est fait est fait. Écoutez maintenant les nouvelles aventures de Gardon. Père Castor, raconte-nous après le mariage de Gardon et de la princesse. Le roi revient, il est très fâché. Il réfléchit longtemps et il dit... Ce qui est fait, mais tu ne peux être mon gendre sans rien m'apporter. Si tu veux ma fille, va me chercher 3 cheveux d'or du vieillard qui sait tout. C'était le moyen le plus sûr de se débarrasser de Gardon. Adieu. Et il partit. Où et par quel chemin, je ne sais pas. Mais sa marraine, la fée de l'avenir, dut sûrement le mettre sur la bonne route. Il marcha longtemps et arriva à une mer toute noire. Un passeur était là dans une barque. Salut, vieux batelier. Salut, jeune pèlerin, où vas-tu? Chez le vieillard qui sait tout, chercher 3 cheveux d'or. J'attends depuis longtemps un voyageur de ton espèce. Voilà 20 ans que je fais le passeur et personne ne vient me délivrer. Je te passerai si tu me promets de demander au vieillard qui sait tout quand finira ma corvée. Je te le promets. Hop, hop. Puis il arriva devant une ville. Elle était grande et belle, mais ses maisons étaient délabrées et tristes. Salut, grand-père Chenu. Salut, beau jeune homme. Où vas-tu? Chez le vieillard qui sait tout. Ah, nous t'attendons depuis longtemps. Je t'amène sans retard à notre roi. Le roi dit à Gardon: Tu vas chez le vieillard qui sait tout. Nous avons ici un pommier qui donnait des pommes rajeunissantes. Quiconque en mangeait, même près de mourir, redevenait jeune et plein de vie. Mais voici 20 ans qu'il est stérile. Si tu me promets de demander au vieillard de nous aider, je te récompenserai royalement. Gardon promit. Ensuite, il parvint à une autre grande ville, mais à demi détruite. Tout près de là, un homme creusait. Salut, pauvre fossoyeur. Oh, salut, bon pèlerin, où vas-tu? Chez le vieillard qui sait tout. Dommage que tu ne sois pas venu plus tôt. Notre roi attend depuis longtemps un voyageur de ton espèce. Il faut que je t'emmène à lui. Nous avons ici une fontaine d'où jaillissait l'eau de vie. Quiconque en buvait même à l'agonie recouvrait aussitôt la santé. Mais voici 20 ans que l'eau a cessé de couler. Si tu promets de demander au vieillard de nous aider, je te récompenserai royalement. Gardon promit. Il marcha longtemps et arriva dans une vaste prairie semée de fleurs magnifiques. Au milieu, un château d'or scintillait. Le château du vieillard qui sait tout. Gardon y entra et ne trouva qu'une vieille femme. Sois le bienvenu, Gardon. Je suis heureuse de te revoir. Ma reine! Quel beau vent t'amène ici. Le roi veut 3 cheveux d'or du vieillard qui sait tout. Le vieillard qui sait tout, c'est mon fils. Le clair soleil, le matin il est enfant, à midi homme et le soir vieillard. Pour te prouver que je suis une bonne marraine, je vais te donner 3 cheveux d'or. Mais cache-toi dans cette cuve, il rentre toujours affamé, il pourrait bien te manger. Oui, ça sent l'homme ici, pas de visite. Toute la journée, tu planes sur la terre en respirant l'odeur de l'homme. Rien d'étonnant que tu l'aies encore aux narines. Le vieillard ne répliqua pas et entama son dîner. Puis il posa sa tête d'or sur les genoux de la bonne femme et, quand elle le vit endormi, elle lui arracha un cheveu. Que me veux-tu, mère? Rien. Il m'est venu un rêve étrange. Quel rêve? J'ai rêvé d'une ville avec une fontaine où coulait l'eau de vie. Cette eau rendait la santé aux malades, mais depuis 20 ans, elle est tarie. Que faire? C'est facile, dans cette fontaine, il y a une grenouille. Qu'on la chasse et l'eau de vie reviendra. Le vieillard s'endormit à nouveau et la bonne femme lui arracha un cheveu. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Rien, j'ai eu un rêve. C'était une ville avec un pommier aux pommes rajeunissantes qui depuis 20 ans ne porte plus de fruits. Mais que faire, dis-moi? C'est facile, il y a sous ses racines un serpent qui suce ses forces. Qu'on le tue. La bonne femme lui arracha un 3e cheveu.
Pourquoi ne me laisses-tu pas dormir? J'ai rêvé d'un batelier sur une mer Noire qui passe les voyageurs. Depuis 20 ans, sans qu'on vienne le délivrer. Quand finira sa corvée? Le sot. Qu'il donne sa rame à un autre et saute le premier sur la rive. C'est son passager qui deviendra passeur. Arrivé à la première ville, le roi lui donna en récompense 12 chevaux blancs et autant d'or et de pierres précieuses qu'il pouvait emporter. Dans la seconde ville, le roi lui offrit 12 autres chevaux et autant d'or et de pierreries. Quand il arriva à la mer Noire... Alors sais-tu quand je serai délivré? Oui, passe-moi d'abord et je te le dirai après. L'autre se mit en colère mais dut obéir. Quand tu passeras quelqu'un d'autre, donne-lui ta rame et saute sur la rive, alors ton passager deviendra passeur. Quand Gardon revint au château, le roi n'en crut pas ses yeux, alléché par tant de richesses. Sans retard, il se mit en route et il n'est pas encore revenu. C'est sans doute qu'il fait encore le passeur, là-bas, sur la mer Noire. C'est bien fait pour lui. J'ai une épuisette pour explorer le fond des ruisseaux, mais jamais aucune nymphe ne s'y est prise. Tu ne prends pas non plus de poisson? Tu as raison, il y a des choses qui nous échappent. Que nous ne comprenons pas. Connaissez-vous Poulet des Bois? Les soirs de grande lune, il s'en va gambader sous les ramures avec un bel oiseau qu'il appelle mon merle noir. Nous ne l'avons jamais vu. C'est peut-être un lutin? Pour le voir, il faut bien regarder. C'est une de ces choses merveilleuses qui existent dans les histoires d'Hyper Castor. Poulet des Bois. Il vivait dans une cabane avec un merle noir qui s'appelait Mon Merle Noir. Une nuit que Poulet des Bois dormait, la lune vint le regarder sous le nez à travers la lucarne. Il était si joli qu'elle le contemplait ainsi, elle se mit en retard. Le jour venait, il lui fallait partir, et comme l'un de ses cheveux s'était entortillé dans les barreaux de la cage, crac, elle le cassa pour se sauver. Mon Merle Noir entr'ouvrit un œil, mais il ne vit que ce fil d'argent qui luisait près de lui. Comme la lune brille ce soir. Au petit matin, ce fut une autre affaire. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Une princesse est venue me voir pendant mon sommeil. Je m'en vais la chercher pour lui rendre son cheveu. Peut-être qu'elle voudra m'épouser. En route, mon merle noir! En route, on voilà des histoires pour un rayon de lune, oh là là. Mais ce n'est pas un rayon de lune, c'est un cheveu de fée. Alors l'oiseau n'insista pas. Où allons-nous? À ta place, j'irai consulter le gros hibou. Il est de bons conseils et de toute façon, ça nous fera une jolie promenade. Bonne idée. Le gros hibou habitait le creux d'un arbre centenaire. Quand on lui eut conté l'affaire, Gros Hibou passa sa patte sur son doux petit ventre. Je ne puis répondre avant d'avoir croqué 3 souris. Ça va, mais hibou, j'ai compris. Et il s'en alla chercher dans les feuilles sèches, là où les petites souris sortent de leur trou pour venir respirer. Pour avoir des cheveux pareils, elle devait être jolie. Quand il eut croqué ces 3 souris, Gros Hibou parla. C'est un cheveu de fée, à moins que ce ne soit un rayon de lune. De toute façon, pour dire de quel côté tu dois aller, il me faudrait encore 3 souris. Ah non, alors là, non, j'en chercherai pas une de plus. Et il partit en avant, d'un air si résolu que Poulet des Bois fut bien obligé de le suivre. Adressez-vous à l'oiseau boule de neige. Mon merle noir! Bon, allons voir cette boule de neige. Aussitôt, Poulet des Bois retrouva son sourire. Boule de neige tournait en rond sur l'étang parmi les nénuphars. L'oiseau s'avança et Poulet des Bois présenta sa requête. Un cheveu de lune, un rayon de fée? Ah non, je me trompe. Je me sentirais plus clairvoyant si l'on me donnait 4 libellules à croquer. Oh, tout de même, c'est moi qui dois faire tout le travail. Quand Boule de neige eut gobé ses 4 libellules, il dit... Montez sur mon dos. Je vais vous conduire à la fée. Déjà, il se regardait avec une grande joie quand l'épervier s'élança et piqua de son bec le pauvre oiseau qui perdit l'équilibre. Tout le monde dégringola. Par chance, juste en dessous d'eux, 3 nénuphars les avaient vus venir. Attention, tenons-nous bien. Et ils s'ouvrirent pour les recevoir. Je suis le crapaud chinois. Puis-je quelque chose pour votre service? Trop aimable à vous. Je voudrais savoir ce que c'est que ça. Ça, pardi, c'est un cheveu de la fée bleue. Vous la trouverez dans son palais de Romarin tout en haut de la dernière des 7 collines que vous voyez là. Maintenant, ils marchaient depuis 6 jours et ils avaient gravi 6 collines. Ils n'en pouvaient plus. Quand la nuit vint, ils se couchèrent tous deux sous les bruyères et s'endormirent. La lune vint à passer par là. Elle vit quelque chose qui luisait entre les doigts de Poulet et se pencha. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un de mes cheveux. Elle voulut le reprendre et tira dessus de toutes ses forces, mais tout endormi qu'il fut, Poulet des Bois ne lâcha pas prise. Rien à faire. La lune ne pouvait s'attarder. Pauvre Poulet des Bois, qui cherchait si fort sa princesse et qui venait de refuser son cheveu s'il avait su. Ils abordèrent la 7e colline. Enfin, ils arrivèrent au palais du Romarin. Il était tout fleuri et sentait bon.
La fée bleue! Elle sortit aussitôt. Dès qu'il vit ses cheveux blancs, Poulet des Bois se mit à pleurer. Ce ne pouvait pas être elle. Avoir marché si longtemps, supporter tant de fatigue et de danger, et ce n'était pas sa princesse. Viens avec moi, je sais où elle est. Je vais te conduire à elle. Ils arrivèrent à une clairière toute fleurie de jasmin. Chut, elle va venir. Dans le ciel, les nuages s'écartèrent et l'on vit sourire la lune. C'est elle? C'est elle. Alors Poulet des Bois fit un grand saut dans les airs et s'envola les bras tendus vers sa princesse. Ils se marièrent. Pensez-vous, on ne se marie pas avec la lune? Non, il resta là-haut, près d'elle. Mais au bout d'un petit temps, Poulet des Bois s'ennuya de sa forêt. C'est comme ça. Chaque fois qu'on quitte la forêt, on s'ennuie. Laisse-moi retourner dans ma cabane. Nous irons ensemble. Quand vint la nuit, la lune resplendit sur la terre et Poulet des Bois se laissa glisser jusque chez lui, le long de la chevelure pâle de son ami. Mon merle noir dormait dans sa cage. Il avait triste mine depuis qu'il était seul. Mon merle noir! Ils partirent se promener ensemble dans la forêt en faisant 1000 bêtises. La lune riait entre les branches de les voir si gais. C'est un vrai petit lutin. Il habite pas loin d'ici. Je connais un vieux lutin qui a préparé quelque chose pour le goûter. Youpi, j'ai deviné. Vive le père Castor! Debout tout le monde! Le soleil est levé depuis longtemps. Quel réveil! Vous dormez si fort que je dors encore. Moi, j'ai rêvé que la lune nous regardait par la fenêtre. La lune? Elle doit dormir maintenant. Parfois, la lune reste dans le ciel une bonne partie de la matinée. Quand elle est en retard, Sortons, nous la verrons peut-être. ah oui. Père Castor, est-ce que t'as vu la lune? Ma foi, non. Oh, regardez, la voilà juste au-dessus des montagnes. Elle va se coucher. J'ai bien le temps de vous raconter une histoire avant qu'elle ne disparaisse. Oui. Le cheveu de lune. Poulet des Bois vivait dans une cabane en écorce de bouleau posée au milieu d'une clairière. Dans la cabane, on pouvait voir un lit avec un gros édredon, des meubles en bois rude et aussi une cage en osier dans laquelle sautait un merle noir. La porte en restait toujours ouverte car l'oiseau n'était pas prisonnier. Oh mon merle noir, tu es vraiment mon meilleur ami. Allons jouer dans la forêt. Là vivait Poulet des Bois. Il n'avait pas peur de la forêt. Il en connaissait les arbres, les sources, les oiseaux et toutes les bêtes sauvages. Mon merle noir, jouons à cache-cache. Et Poulet des Bois, qu'est-ce que c'était? Un petit poulet? Un petit bonhomme? Un petit lutin? C'était une manière de petit garçon. Mais après tout, peut-être que c'était un petit lutin. On n'a jamais bien su. En tout cas, il était joli. Il avait des boucles blondes, un nez en trompette, des yeux bleus et des joues roses, naturellement, comme des pommes d'été. Regarde comme ces fleurs sont jolies. Je m'en ferai un chapeau. Viens m'aider à les cueillir. Parfois, la nuit, alors que Poulet des Bois reposait tranquillement sous son édredon, la lune venait le regarder dormir à travers la lucarne. Et ses rayons étaient si vifs que mon merle noir finissait par entr'ouvrir un œil. Comme la lune brille ce soir. Cette nuit-là, la lune laissa un long cheveu entortillé comme une guirlande au barreau de la cage. Au matin, Poulet des Bois s'éveilla, se frotta les yeux en bâillant et s'arrêta net. Oh, quelle est cette lumière? Un beau fil rompu étincelait dans la cabane, blanc d'argent, bleu d'argent, enfin couleur de lune. Notre ami la lune est passée par là. Allons lui rapporter son cheveu d'argent. En route, mon merle noir. J'arrive. Elle reviendra le chercher. Ça, je n'en suis pas sûre. Peut-être désire-t-elle nous voir. Tu as peut-être raison. Poulet des Bois et mon merle noir entreprirent le voyage. Ils eurent à affronter 1000 dangers. Comme ils traversaient une forêt, un loup trottait en rond tout autour d'eux, sans se faire voir, de loin, sous les branches. Je meurs de faim. Un petit poulet des bois comme ça, tout doré, tout dodu, ce serait bon à manger. Dans cette forêt vivait aussi un énorme sanglier, encore plus bête que costaud. On fait part à deux. Aide-moi à attraper ce petit bonhomme et nous le croquerons ensemble. Et le berle pour le dessert par-dessus le marché. Et comment s'y prendront? Prenons de l'avance et construisons un piège. Le sanglier creusa une grande fosse, comme s'il cherchait de profondes racines. Le loup le regarda travailler. Apporte quelques branches pour cacher le piège. Puis il se cacha dans le fond du trou. Nos deux voyageurs avançaient sans méfiance. Mais dans l'herbe,
tombe, une chenille grise se dressa tout à coup, et de sa toute petite voix de chenille, elle cria aussi fort qu'elle put. Attention, il y a un piège et le loup est dedans. Aussitôt, ils détalèrent. Par ici, vite, sortons du bois. Poulet des Bois, qui avait ramassé la chenille, la caressait doucement. Comment te remercier? Tu m'as sauvé la vie. Ce n'est rien, je ne voulais pas qu'un tout petit poulet des bois finisse dans l'estomac du loup et du sanglier. Le cheveu de lune, blanc d'argent, bleu d'argent, toucha la vilaine chenille qui s'alluma comme une petite lampe. Regarde comme elle est belle. Oh, ce n'est qu'une petite chenille grise. Mais non, mon merle noir, maintenant ce sera un ver luisant. C'est depuis ce temps-là que les vers luisants brillent dans les fourrés comme des rayons de lune. La lune est une fée bien mystérieuse. Elle fait danser les lutins et briller les vers luisants. Elle regarde les enfants dormir quand la fenêtre est ouverte, puis elle s'en va sur la pointe des pieds. Elle a disparu derrière l'horizon. Bonne nuit, la lune. À ce soir. Les vers luisants ont été dormir eux aussi. On peut en voir dans notre jardin par les plus